Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'avoir rejoint le webinaire. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte et on est ravi de vous introduire aujourd'hui au principe de la RSE, en particulier appliqué aux entreprises, probablement beaucoup de l'industrie aujourd'hui. Vous serez beaucoup sur ces nombreux secteurs de l'industrie. On va attendre voilà 3 minutes que tout le monde se connecte. On est vraiment ravis de vous accueillir avec Connection Leadership, Laurent et Queen pour ce beau webinaire à venir, le troisième édition. On le verra juste après avoir commencé en février, avoir traité les sujets propres à la transition écologique, propres au financement de la transition écologique. Aujourd'hui, on est sur un élargissement aux enjeux globaux de la RSE. Donc, on va commencer encore. On attend encore quelques minutes, 2 minutes pour être précis, et puis on va pouvoir lancer. Donc, n'hésitez pas pendant toute la durée du, du webinaire à participer via le chat, à poser vos questions. Euh, ce sera, euh, Ce sera vivant grâce à vous, grâce à vos questions. On pourra y répondre en live et puis dédier éventuellement un temps en fin de webinaire. Voilà, profitez-en, on est là pour répondre à ces questions, donc n'hésitez pas. Je vois qu'on a encore quelques participants qui se connectent, donc ça vaut le coup d'attendre encore 1 minute avant de commencer et de passer la parole aussi assez vite à nos experts du jour. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, comme je le disais, n'hésitez pas pendant toute la durée du webinaire à poser vos questions via le chat. Vous avez cette possibilité-là, donc n'hésitez pas. On y répondra par écrit pendant la réunion aussi, on essaiera d'y consacrer du temps en fin de ce webinaire. Donc, je pense qu'il est 33. On a laissé 3 minutes de marge aux très légers retardataires et puis on va commencer. Donc, le but du jeu aujourd'hui, c'est de vous introduire avec ce webinaire au principe de la RSE. On va être trois aujourd'hui à vous introduire ces principes. Je vais laisser se présenter très rapidement nos deux experts du jour avant de vous présenter qui nous sommes chez Connection. Laurent et Queen, vous pouvez vous présenter. Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'avoir rejoint notre webinaire. Je m'appelle Queen et je serai avec mon partenaire Laurent pour vous faire cette présentation, une introduction au sujet de la RSE. J'ai eu une première carrière professionnelle. Je suis responsable juridique en entreprise pendant plus d'une dizaine d'années. Et depuis bientôt 6 ans, 7 ans, euh, j'ai j'ai créé mon activité de conseil en stratégie RSE, climat, biodiversité, pour faire avancer les entreprises, les organisations sur ces sujets qui sont les challenges aujourd'hui pour nos sociétés contemporaines. Merci Queen. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Laurent Nury. Je fais de l'accompagnement aussi à la RSE, une RSE intégrée et opérationnelle. Et je suis ravi de rejoindre ce webinaire aujourd'hui. J'ai travaillé près de 20 ans dans les filiales, dans l'industrie, dans les filiales chimie et plastique de Total. J'étais aussi CEO d'une start-up dans les effluents industriels et depuis 7 ans, j'accompagne l'entreprise à intégrer la RSE dans leur stratégie. Euh, voilà, je repasse la parole à Alex. Oui, merci. Et donc, avant de basculer dans le vif du sujet, je voulais très rapidement vous présenter Connection Leadership, donc un cabinet spécialiste de la transformation. La RSE, c'est un sujet de transformation et c'est pour ça que on l'accompagne chez Chez Connection Connection Leadership, Leadership, avec avec en en particulier particulier avec avec le le département département Climate Climate Leadership Leadership et et Sustainable Sustainable Leadership. Leadership. L'idée Et
aujourd'hui à travers nos webinaires, c'est de vous offrir une vue à la fois stratégique et très concrète de ce qu'il est possible de faire en, en accompagnement de la RSE. Sur la façon dont on accompagne les entreprises, on a plus de 100 consultants en France, donc on intervient partout pour répondre à leurs besoins. Donc on intervient beaucoup à travers du conseil, du coaching et de la formation. Notre vision de la RSE, c'est que c'est un sujet éminemment humain et technique, comme l'ensemble des sujets qu'on traite en transformation chez Connection Leadership, et qu'il réclame une transformation vraiment profonde et dans la durée. Et la façon dont on accompagne donc ces changements en entreprise, c'est beaucoup avec évidemment de la technique et du concret pour savoir comment avancer concrètement pour les entreprises, mais c'est aussi en créant des émotions ou en tout cas en révélant ces émotions qui sont souvent des facteurs de changement. Elles initient le changement et on se base dessus dans nos accompagnements afin de créer la bascule chez les entreprises. Pourquoi on a eu cette idée de faire un webinaire tous les mois? Souvent, c'est parce que les entreprises nous disent, finalement, je suis face à ces sujets de RSE, de transition écologique, je suis perdu, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire. Donc, l'idée, c'est de fournir des exemples très concrets sur justement comment avancer, comment démarrer dans ces enjeux écologiques et sociaux, puisqu'on est vraiment sur pas simplement la transition écologique aujourd'hui, mais aussi une répercussion au niveau social. Et c'est en cela aussi que la transformation, elle est holistique. On n'est pas simplement sur des techniques de décarbonation, mais vraiment créer le changement aussi des pratiques, des comportements humains, des pratiques des entreprises en profondeur pour accompagner ce changement. Et je vais redonner du coup le coup d'envoi juste après le résumé de ce qui nous attend, de ce qui vous attend aujourd'hui. Donc on va commencer ce webinaire en trois parties. D'abord par une définition de ce qu'est la RSE, le développement durable. Ensuite on ira vous présenter ce que peuvent être les stratégies de RSE. Et ensuite on ira dans le concret avec les étapes concrètes de comment vous pouvez commencer une démarche. Et je laisse la parole à Laurent, à Queen, pardon, qui va commencer sur les aspects de définition des enjeux. Merci. Alors, il me semble important, avant de pouvoir introduire cette présentation, de vous rappeler un fait, c'est que depuis l'invention de l'agriculture, et notamment jusqu'au XIXe siècle, à partir du XIXe siècle, les humains, nous n'avons pas cessé de chercher à améliorer nos conditions de vie. Et pour pouvoir offrir des services essentiels que peuvent être l'éducation, l'accès aux soins, pour pouvoir accroître l'espérance de vie, lutter contre les épidémies, eh bien, il a fallu mobiliser d'importantes ressources d'énergie et de matière. Mais tout ceci a un poids sur le système Terre. Effectivement, les conséquences du développement économique ont un certain nombre de bases, et en particulier à partir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle une grande accélération. Et cette grande accélération, elle a permis une augmentation de la population, une augmentation des richesses. Et cette augmentation de la population et des richesses, elle est basée sur trois choses, sur les énergies fossiles, sur les ressources naturelles et sur la mondialisation de notre économie. Et ce développement économique remarquable, quelque part, a quelques revers à la médaille. Et dès 1972, cette croissance infinie, en fait, elle a été un petit peu challengée par Meadows, qui était un économiste, et qui s'est dit que cette croissance infinie était pas à long terme possible. Et il a commencé à tirer un petit peu la sonnette d'alarme sur cette croissance infinie, en particulier sur tout ce développement, sur l'utilisation de ressources non renouvelables qui ne peuvent pas être infinies et qui peuvent avoir un impact sur l'agriculture, sur l'industrie et sur la fourniture de services sur la population globale. Et ces limites planétaires, si vous voulez, on peut voir aujourd'hui, on commence à y être confronté. La première, et c'est quelque chose que l'on voit aujourd'hui dans les médias, hein, c'est le dérèglement climatique.
On sait qu'il y a toujours eu des phénomènes climatiques extrêmes, mais avec l'émission de gaz à effet de serre, par l'utilisation des énergies fossiles et par une agriculture intensive, font qu'on a des émissions de gaz à effet de serre. Et ces phénomènes climatiques extrêmes, ils vont être de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Et vous avez deux exemples ici, le Pas-de-Calais à gauche, les dunes du Pilat à droite, où il y a un certain nombre de dérèglements que l'on constate en direct dans les médias. Au-delà de ce sujet très médiatique, on a aussi tout ce qui est crise de la biodiversité. Vous voyez à droite les espèces les plus menacées en Europe, hein. Donc, c'est le pourcentage d'espèces qui sont menacées de disparition. Aujourd'hui, on est à la sixième crise de la biodiversité. Il disparaît dans le monde autant d'espèces qui en disparaissaient lors de la cinquième crise de la biodiversité, qui était la disparition des dinosaures il y a 62 millions d'années. Et la biodiversité, elle disparaît pourquoi? Parce qu'il y a destruction des habitats, parce que vous voyez une photo là d'une surexploitation des ressources. Typiquement, là, il s'agit d'un bateau qui, par passe, réussit à extraire de l'océan 250 à 300 tonnes de poissons par coup de filet. Et la biodiversité, elle est aussi affectée par la pollution. La pollution qui est aussi une autre limite aujourd'hui, hein, le niveau de pollution. Vous avez en bas à droite le sujet emblématique des pollutions plastiques, hein, la pollution des océans. Et sur l'autre image, vous voyez un cimetière de bateaux. C'est au Bangladesh, la plage de Chittagong, qui est très connue. C'est 13 kilomètres de plage où les bateaux sont laissés là pour leur fin de vie. Et les opérateurs récupèrent uniquement l'acier, le métal, et tout ce qui est fluide toxique et écotoxique n'est pas du tout traité. Et donc, on a un certain nombre aujourd'hui de limites planétaires, et ces limites planétaires, les scientifiques en dénombrent neuf. On a déjà parlé ensemble du dérèglement climatique, de la biodiversité, de la pollution, mais vous pouvez rajouter aussi tout ce qui est le problème du cycle de l'eau douce, hein, et on a quelques sujets en France sur la répartition de l'eau douce, et on a aussi le sujet du changement d'usage des sols, et c'est aussi un sujet en France avec par exemple, la loi à venir de l'artificialisation des sols. Zéro artificialisation nette pour laisser de la place à la biodiversité. Et ces limites environnementales, elles ont aussi, notre développement économique a mis en avant un certain nombre de limites environnementales, mais il y a aussi des limites sociales. Et je ne sais pas si vous voyez cette photo. Cette photo, c'est l'écroulement en fait d'un immeuble de 9 étages, encore une fois au Bangladesh, où il y avait des ateliers textiles. Et dans cet effondrement, il y a 1200 couturiers et couturières qui sont morts. Et en fait, dans les décombres, on a trouvé un certain nombre d'étiquettes de grandes marques, hein, H&M, Auchan, Nike. Et en fait, les donneurs d'ordre pour ce textile, en fait, n'étaient pas du tout au courant que dans leur chaîne d'approvisionnement, il y avait des conditions de travail qui étaient inacceptables. Et donc, c'est aussi le fait qu'en tant que citoyen et consommateur, quand on achète, on a besoin d'avoir la connaissance de ces limites sociales dans, dans, euh, euh, dans nos produits. Euh, et donc, l'idée, c'est de maintenant regarder avec Queen comment on fait le lien entre ce développement non durable et le développement de la RSE, la définition de la RSE. Merci Laurent. Alors, vous voyez à l'écran ce graphique. Donc, chaque année, le Forum économique mondial publie un rapport sur le panorama des risques globaux auxquels le monde doit faire face. Et ces petits plans verts que vous voyez tout en haut du graphique, eh bien, correspondent aux risques environnementaux. Alors, vous avez des événements, vous avez des événements climatiques extrêmes, les dérèglements sanitaires, l'érosion de la biodiversité et des écosystèmes, l'épuisement des ressources naturelles et l'érosion de la biodiversité. Tous ces risques qui vont mettre à mal nos besoins essentiels. Alors, on voit dans le chat
que vous nous dites que le son, il y aura un souci de son. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous pouvez nous faire des petits doigts levés ou vous exprimer pour dire que vous nous entendez? Ce serait dommage. On a beaucoup travaillé pour vous ce matin. Ça y est, c'est bon, me dit une de nos participantes. Merci, vous nous rassurez. Alors, la slide que vous voyez à l'écran, on va aujourd'hui, je vais maintenant vous parler de la notion de développement durable qui est apparue pour la première fois en 1987 dans un rapport qui s'appelle Notre avenir à tous, qu'on appelle aussi le rapport Brundtland, du nom de la présidente de la Commission mondiale sur l'environnement qui s'appelle Gro Harlem Brundtland. Alors, ce rapport a servi de base pour le sommet de la Terre en 1992 à Rio de Janeiro. Trois points clés à retenir de ce rapport Notre avenir à tous, c'est qu'il faut penser ensemble le développement économique et l'environnement. Deuxième point, qu'il faut mieux répartir les ressources entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et enfin, c'est préserver ces ressources de l'environnement, mais tout en étant en capacité de répondre aux besoins des générations futures, mais également des générations présentes. Alors, pour entrer plus en détail dans cette définition du terme développement durable, vous le voyez à l'écran, dans le rapport Brundtland, on définit cette notion comme étant un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre les besoins des générations futures. À côté, vous avez ces trois petits ronds. Le développement durable, il repose sur ces trois piliers fondamentaux que sont la société, l'économie et l'environnement, pour que ce développement durable puisse être à la fois vivable, équitable et viable. Donc, le développement durable, il se situe à la convergence de ces trois composantes. Il faut donc un objectif qui touche la société et qui vise à satisfaire l'ensemble de ses besoins. Il faut aussi un moyen, l'économie, afin d'assurer la création de richesses. Et enfin, une condition, c'est l'environnement, c'est-à-dire préserver la biodiversité et l'ensemble des ressources naturelles et énergétiques. Alors, la démarche RSE, elle est née dans cet élan de prise de conscience collective sur l'importance de protéger, de préserver notre environnement, notre planète. Elle s'affirme ainsi, comme l'a défini la Commission européenne, c'est l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales, mais également dans leurs relations avec leurs parties prenantes. Un point important, c'est vraiment ce mot volontaire. C'est une contribution volontaire des entreprises aux enjeux du développement durable et c'est ça qui est la notion de RSE. Alors, une première définition de la RSE que l'on peut donner, c'est que cette RSE, responsabilité sociétale des entreprises, hein, elle vise un équilibre cohérent entre l'équité sociale, l'efficacité économique, la préservation de l'environnement. Et c'était un des points importants au sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 92. Donc, comme le développement durable, la RSE, qui est une déclinaison du développement durable au sein de l'entreprise, repose sur trois piliers interconnectés qui s'articulent entre eux et qui ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. Une deuxième définition de la RSE que l'on peut vous partager, c'est celle de l'ISO 26000 qui vient préciser encore plus cette notion RSE. Alors, vous le voyez à l'écran, hein, la RSE, c'est la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l'environnement, par un comportement qui doit être transparent et éthique et qui doit suivre quatre points fondamentaux: contribuer au développement durable, à la santé et au bien-être de la société, prendre en compte les attentes des parties prenantes, respecter les lois en vigueur et être en accord avec toutes les normes internationales, et puis être intégré dans l'ensemble de l'organisation pour être mis en œuvre dans ses relations avec ses parties prenantes internes et externes. Donc, cette RSE, cette responsabilité sociétale des entreprises, elle s'intéresse à la capacité des entreprises à prendre en compte volontairement et ou juridiquement en leur sein des enjeux sociétaux, environnementaux, économiques et éthiques. Et cette prise en compte, elle doit s'inscrire dans une stratégie et dans les pratiques de l'entreprise. Donc, in fine, gardez en tête, la RSE, c'est l'application du développement durable et de ses fondements au sein de l'entreprise. Je vais laisser la main à Laurent pour qu'il vous explique comment s'articule stratégie d'entreprise et RSE. Donc, merci Quinn pour cette définition de la RSE. La RSE, c'est l'intégration de développement durable euh, euh, pour l'entreprise. Et ce qui est important, c'est que la RSE, c'est pas quelque chose qui est hors sol dans une entreprise. On va essayer de voir le lien entre la RSE et la stratégie d'une entreprise. La première chose, si on prend un peu une vue
d'hélicoptère, hein. La RSE, elle s'oppose au modèle classique de l'économie, au libéralisme à l'école de Chicago, hein, de Friedman, où le seul objectif de l'entreprise, c'est de faire du profit pour le retourner aux actionnaires. Et l'entreprise, si elle équilibre l'offre et la demande, elle réussit à faire du profit et elle le retourne aux actionnaires. L'idée du concept de la RSE, c'est un renversement de cette idée-là. Et le profit, c'est plus un objectif, mais c'est une conséquence. Et c'est une conséquence de l'alignement de l'entreprise avec ses parties prenantes, avec ses salariés, avec ses fournisseurs, avec la société civile, avec ses riverains, si vous avez une usine. C'est comment l'entreprise, quand elle est alignée non seulement avec les sujets économiques, mais les sujets environnementaux et les sujets sociaux, quand l'entreprise est alignée, elle va faire des profits. Et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, vous avez vu qu'on a des limites planétaires et qu'on a aussi des limites sociales. Et donc, la RSE, c'est pas quelque chose à considérer comme un exercice solitaire dans l'entreprise. Ça doit irriguer toute la stratégie de l'entreprise. Et la RSE, aujourd'hui, elle s'intègre à la réflexion stratégique. Et quand vous avez ici une SWOT analysis, sur l'environnement, vous avez des opportunités et des menaces. Et toutes ces menaces sur les limites environnementales, la raréfaction des ressources, les pollutions, le dérèglement climatique, etc. Ces menaces peuvent être transformées en opportunités avec des nouveaux produits. Et par rapport à ces menaces, ces opportunités dans l'environnement, à vous, grâce à la RSE, de transformer les faiblesses de votre entreprise en force. Et la RSE, c'est une source d'inspiration pour ça. Et je vous propose un certain nombre de pistes d'inspiration avec une politique RSE, hein. Le premier, c'est avec la RSE, vous êtes en mesure de transformer votre offre, d'aller vers une offre qui est plus durable. Donc, comment? Avec quelques outils, par exemple, l'analyse du cycle de vie, le design des produits. Cette idée-là, ça permet à la recherche et développement ou à la création de nouveaux produits en intégrant les contraintes environnementales, avec des produits qui émettent moins de CO2, avec des produits qui sont plus économes en ressources, avec des produits qui font attention à toutes ces limites planétaires. Donc, vous impliquez votre recherche et développement. Ensuite, vous impliquez vos fournisseurs avec votre politique achat. Vous cherchez des solutions qui font que les achats que vous faites sont plus vertueux, sont plus durables. Et puis enfin, si vous avez une offre plus durable, vous impliquez votre marketing, peut plus facilement choisir des clients. Les clients qui s'intéressent aux produits durables, a priori, c'est des clients qui seront plus pérennes, plus présents à moyen et long terme. Donc, première inspiration sur l'offre produit. Deuxième inspiration avec la RSE, c'est attirer de nouveaux talents et conserver les siens. Par exemple, si on regarde ici un site internet pour un réveil écologique, c'est un site qui est très, très populaire dans les écoles d'ingénieurs et dans les écoles de commerce. C'est comment préparer ses entretiens avec un nouvel employeur et vérifier qu'il a une politique RSE, qu'il a une politique écologique, qu'il a une politique sociale et qu'il s'intéresse quelque part à l'urgence écologique. Donc, le fait d'avoir une politique RSE, ça permet de répondre aussi à ces attentes des nouvelles générations qui cherchent des emplois et des entreprises qui leur donnent du sens. Donc, deuxièmement, ça mobilise aussi quelque part les ressources humaines. Troisième inspiration par rapport à la politique RSE, euh, c'est anticiper les évolutions législatives. Je vous demande une toute petite seconde. Le micro se coupe. C'est anticiper les évolutions législatives. euh, pour illustrer ça, si vous voulez, je vous propose de regarder ici un tableau un peu illisible, mais c'est pour vous montrer comment la législation aujourd'hui prévoit d'intégrer dans le reporting des entreprises, dans le reporting financier, tout ce qui est environnement et social et la gouvernance d'une entreprise. Ces différents items, ces différents changements climatiques, pollution, travailleurs sur la chaîne de valeur, aujourd'hui, vous êtes obligé pour faire un reporting des activités de votre entreprise, un reporting financier, et bien demain,
vous allez être obligé de faire un reporting environnemental et social. Et on verra un petit peu plus tard que cette CSRD, c'est c'est la nouvelle loi européenne déclinée dans la loi française, qui oblige de mettre dans le rapport de gestion aussi un certain nombre de critères environnementaux et sociaux. Donc ça, la RSE, ça va vous permettre d'anticiper ces évolutions législatives. Quatrième source d'inspiration, pardon, sur la RSE, c'est un côté financier, attirer les investisseurs et faciliter les prêts de vos banques. Et je vous montre par exemple, aujourd'hui, ce que la finance met en place, c'est des critères ESG, environnemental, social et gouvernance. Et de plus en plus, tout fonds d'investissement et toutes les banques sont en train avant d'accorder un prêt, de valider ce prêt ou d'avoir en tout cas une notation sur les critères non seulement financiers, mais aussi environnementaux, sociaux et gouvernance. Et vous avez un petit exemple emblématique qui est un article des Échos d'avril 2021, hein, où vous voyez que la BNP, Société Générale et Crédit Agricole, ne financeront pas le projet de Total Energy en Ouganda parce qu'il y a trop d'émissions de CO2 liées à ce pétrole extrait l'Ouganda dans 5-6 ans. Et à 5-6 ans, les banquiers sont plus du tout sûrs que ça va être quelque chose de très rentable, peut-être financièrement, mais il y a des risques de réputation et des risques sociaux et environnementaux sur ces sujets-là. Donc, ça inspire aussi et ça permet d'intégrer votre politique RSE à votre politique financière. Et enfin, l'idée de la RSE, ça facilite l'accès aux grands groupes. Ayez une démarche RSE, ça va vous permettre de pouvoir répondre justement aux nécessités des grosses entreprises de faire un reporting environnemental et social. Et donc, vous voyez, dès le 1er janvier 2025, les entreprises cotées en France devront faire un reporting social et environnemental dans leur rapport de gestion. Et vous voyez la déclinaison 2026 et 2027, cette obligation de reporting, elle va descendre vers les PME et TPE. Donc, plus vous aurez une politique RSE simple à évoquer, plus elle sera traduite dans les fonctions de votre entreprise, plus vous aurez quelque chose à dire et à proposer à vos donneurs d'ordre. Ce que je vous propose, c'est de passer à la troisième partie. On a essayé de montrer ce que c'était la RSE par rapport au développement durable et ce qu'était l'idée d'avoir une RSE intégrée à la stratégie. Et maintenant, on va rentrer dans le détail comment élaborer une démarche RSE avec Queen. Merci Laurent. Alors, vous avez vu avec Laurent que la RSE, c'est une démarche qui est puissante, qui est efficiente et qui est source de progrès, d'innovation et qui va pousser l'entreprise à se challenger, à améliorer ses performances, qu'elles soient environnementales, sociétales ou économiques. Or, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises prennent des mesures durables, comme le tri des déchets, le recyclage, des événements de sensibilisation, mais sans au préalable que la vision et les objectifs de leur démarche aient été clairement définis. Aussi, avant d'entreprendre toute action, il est nécessaire de définir les critères sur lesquels l'entreprise peut s'améliorer. Laurent l'a rappelé tout à l'heure, c'est renforcer son image, sa marque employeur, diminuer ses coûts de fonctionnement, améliorer l'engagement et la qualité de vie des collaborateurs. Donc, il va falloir qu'on définisse ce pourquoi. Alors, le premier prérequis, l'étape numéro 1, il va falloir sensibiliser et engager la direction. Donc là, à ce stade, il est à la fois, c'est un prérequis, mais c'est le stade le plus fondamental lorsque vous voulez vous engager dans une démarche RSE. L'implication, le soutien d'une équipe dirigeante, c'est essentiel pour le bon développement et la réussite de cette démarche. Il va falloir appréhender la RSE, certes, comme un moyen d'aller éviter des risques, mais aussi comme un levier de performance, à la fois pour l'entreprise et également pour ses parties prenantes. Donc, ne regardez pas toujours la RSE, et c'est une juriste qui vous parle, ne regardez pas la RSE toujours comme une obligation réglementaire, mais au contraire, comme une source d'opportunité. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir trouver au sein de votre société, et notamment au sein de la direction, un membre de la direction, du COMEX, du CODIR, qui soit convaincu par la démarche et qui soit aussi moteur, qui va pouvoir aller porter cette stratégie RSE. Et puis, pourquoi pas également
aux côtés de ce dirigeant convaincu, un comité de pilotage qui va être en soutien du ou de la référente RSE. Et lorsqu'on parle de cette référente ou de ce référent RSE, euh, un point d'abord, hein. Quand on parle de référent RSE, hein, ça peut aussi être un ou une responsable RSE, un ou une chargée de mission RSE. Quel que soit son intitulé, il faut savoir que bah, cette personne, ça va être le pilote. Et que sa mission, c'est une mission qui est réellement transverse au sein de l'entreprise dans laquelle il ou elle travaille ou il ou elle va intervenir. Cette personne, elle va avoir la responsabilité de cette politique RSE. Plus concrètement, sa mission principale, c'est de définir avec la direction et l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, définir cette politique RSE, de rédiger un plan d'action qui va découler de cette politique avec les indicateurs qui vont bien, et puis de veiller à l'implémentation correcte de ce plan d'action. Par la suite, cette personne va suivre l'évolution, la mise en place des projets RSE en lien avec les différents pilotes qui vont être identifiés pour chacune de ces actions et puis ajuster si besoin les actions lorsque c'est nécessaire. Donc cette personne, c'est véritablement le pilote de la démarche RSE. Elle va être amenée à travailler avec tous les services et les départements de son organisation et il faudra lui donner les moyens hiérarchiques et financiers d'agir. C'est pourquoi en lien avec le point précédent, le soutien, l'appui de la direction est vraiment essentiel. Alors, un autre point à voir, c'est au préalable, réaliser un état des lieux des actions qui sont favorables à la RSE et qui ont déjà été mises en place dans l'entreprise. Alors, cette étape, elle a pour objectif d'évaluer le niveau de maturité de votre entreprise par rapport à la RSE. Donc, à ce stade, il n'est absolument pas nécessaire encore, hein, il n'est pas encore nécessaire de relier les actions que vous avez identifiées comme étant au sein d'une stratégie RSE globale, cohérente, installée. Cette étape vous permet simplement de définir, d'identifier puis de définir les enjeux stratégiques pour votre future politique RSE et d'aller aussi évaluer les ressources financières, les ressources humaines, les ressources matérielles qui vont être nécessaires et qu'il va falloir mettre à disposition du pilote. Donc, cette phase de recherche, elle est également essentielle pour aussi définir des actions qui vont être les plus pertinentes dans votre stratégie RSE et qu'il va falloir mettre en place à court, moyen, long terme. Bien entendu, vous pouvez aussi recourir à des outils d'auto-évaluation si vous n'avez pas une personne qui est au sein de votre entreprise. Il existe aujourd'hui un outil d'auto-évaluation que vous pouvez trouver sur Internet notamment. Alors, lorsque vous faites un état des lieux des actions pour la RSE, il y a des questions fondamentales qu'il va falloir se poser. Est-ce que les actions RSE ont déjà été mises en place, ou en tout cas identifiées comme pouvant correspondre à de la RSE? Si ces actions ont été initiées, est-ce qu'elles fonctionnent? Est-ce qu'elles sont optimales ou au contraire, faut-il les optimiser? Qu'est-ce qu'il faut améliorer en priorité? Quelles actions vont être mises en place par d'autres, enfin, quelles actions ont été mises en place par d'autres acteurs de votre secteur? Et puis, un point important, c'est d'identifier les freins potentiels. Quelles sont les mesures les plus pertinentes par rapport aux valeurs, à la culture de l'entreprise, à son marché, à son positionnement, et puis par rapport à ses concurrents? Donc vraiment, cette étape de l'état des lieux, c'est une étape qui est fondamentale et qui va vraiment être le ciment sur lequel vous allez pouvoir construire votre politique RSE par la suite. Bien entendu, ce premier état des lieux n'est pas suffisant en soi. Il va devoir être complété par un diagnostic plus approfondi pour pouvoir vous aider à prioriser les enjeux que vous aurez identifiés au regard des finalités de votre stratégie RSE et du développement durable. Alors, on va passer une autre étape qui est l'étape 4 lorsque vous voulez procéder à une stratégie RSE, qui est de faire une cartographie des parties prenantes. Ces parties prenantes qui peuvent être internes ou externes à votre entreprise. Alors, les parties prenantes, c'est un élément essentiel d'une démarche RSE. Les parties prenantes, ce sont tous ces acteurs qui vont interagir avec votre entreprise et qui vont aussi être au cœur de votre démarche RSE. Alors, 3 questions à se poser pour pouvoir aller identifier ces parties prenantes. La première, quelles sont les parties prenantes de votre entreprise? La deuxième, quelles sont les interactions qu'elles vont avoir avec votre organisation? Et enfin, la troisième, comment aller intégrer ces parties prenantes dans votre démarche RSE? Alors, on distingue 2 types de parties prenantes dans une organisation. Il y a ce qu'on appelle les parties prenantes internes, ça va être votre direction, vos collaborateurs, vos actionnaires, les syndicats, etc.
Et puis, il y a ce qu'on appelle les parties prenantes externes, qui vont être vos clients, vos fournisseurs, la communauté locale dans laquelle se situe votre entreprise, ou alors des ONG. Toutes ces parties prenantes, elles vont aussi avoir différents types d'interactions avec votre entreprise. Certaines vont contribuer directement aux activités de l'entreprise, les dirigeants, les collaborateurs, les fournisseurs, les clients. D'autres, au contraire, vont venir observer, voire influencer sur le comportement de l'entreprise. Ça peut être le rôle des syndicats ou des associations. Mais quel que soit le rôle de ces parties prenantes, chacune vont être affectées d'une manière directe ou indirecte, ça peut être positif ou négatif, par les activités de l'entreprise. Donc, une entreprise qui se veut responsable, elle s'engage à être transparente envers ses parties prenantes et surtout à les associer à chaque étape de son processus de création, car ces parties prenantes, elles sont essentielles à la pérennité de l'entreprise. L'un des objectifs de la RSE, c'est justement d'aller établir un dialogue permanent, continu avec les parties prenantes qui sont pertinentes à votre entreprise. Donc, il s'agit vraiment de prendre conscience de la multitude des parties. Un point important, ce que vous voyez à l'écran, c'est une illustration de cette cartographie des parties prenantes qui a été faite par l'entreprise Cemex. Donc, comme vous le voyez, hein, il y a plusieurs catégories de parties prenantes qu'a identifié l'entreprise. Et l'entreprise, moi, je trouve que cette rosace est très intéressante parce que, outre les identifier et outre définir des actions, Cemex a aussi fait l'effort d'aller chercher des parties prenantes à la fois locales, régionales et nationales et en fonction de cette localité, de cette localisation, d'aller identifier aussi, d'aller affiner les actions que l'entreprise va pouvoir faire à partir de ces parties prenantes. Alors, euh, une fois que vous avez identifié donc, le pilote, une fois que vous avez identifié, fait un état des lieux, identifié vos parties prenantes, une autre étape, ça va être de faire votre matrice de matérialité et notamment, on dit aujourd'hui votre matrice de double matérialité suite à la CSRD. Alors, cette démarche, l'analyse de matérialité, c'est un outil de construction, mais vraiment essentiel, fondamental de votre stratégie RSE. C'est un processus qui est complet et qui consiste à aller identifier, à aller hiérarchiser les problématiques, qu'elles soient environnementales, sociales, éthiques, économiques, les plus importantes, les plus impactantes pour votre entreprise et pour vos parties prenantes. Alors, jusqu'à présent, certains d'entre vous ont peut-être fait, on travaille peut-être sur votre stratégie RSE. Jusqu'à présent, les entreprises établissaient une matrice de matérialité qu'on appelle aujourd'hui simple ou financière, c'est-à-dire une matrice de matérialité qui ne prenait en compte que les impacts, qu'ils soient positifs ou négatifs, hein, générés par l'écosystème de l'entreprise sur la performance de l'entreprise même. La CSRD que vous a présenté Laurent, elle introduit ce concept de double matérialité qui correspond en réalité aujourd'hui à l'analyse de deux types de matérialité. On retrouve toujours cette matérialité simple financière dont je viens de vous présenter il y a quelques secondes, auquel on inclut également une matérialité qu'on appelle impact ou également extra-financière. Concrètement, la double matérialité, eh bien, les entreprises vont devoir rendre compte à la fois de l'impact de la société et de l'environnement sur sa performance financière, mais également de l'impact de ses propres activités sur la société et sur l'environnement. Donc, ce concept de double matérialité, il souligne que les deux dimensions financières et extra-financières, elles sont interdépendantes et elles doivent être prises en compte conjointement pour pouvoir évaluer désormais la performance globale de votre entreprise. Alors, une fois que vous avez fait ces premières étapes, enfin, vous allez pouvoir vous mettre au cœur, au cœur même de votre politique RSE. Alors, cette politique RSE, comment est-ce qu'on va pouvoir la définir? Là, à ce niveau, il est important de rappeler les objectifs de votre plan d'action RSE. Alors, cette politique RSE, faire très simplement, c'est comme n'importe quelle politique stratégique que vous faites au sein d'une entreprise. Il va falloir définir à partir de la carte des parties prenantes et de la matrice de double matérialité vos enjeux les plus prioritaires, vos parties prenantes les plus essentielles pour votre entreprise. Vous allez pouvoir aussi identifier avec la matrice de double matérialité les risques que peuvent rencontrer votre entreprise. À partir de ça, ce corpus va vous aider à pouvoir là identifier
les objectifs, les actions que vous allez sur lesquelles vous allez pouvoir nourrir votre plan d'action RSE. Alors, un plan d'action RSE, des principes clairs, simples, que vous connaissez. Donc, ce plan d'action RSE, il va venir traduire en action concrète l'implémentation de la RSE au sein de la stratégie de votre entreprise. Ce plan d'action, c'est aussi un outil de pilotage au quotidien de la démarche RSE, notamment avec la personne que vous aurez identifiée comme pilote. Ce plan RSE, il doit rester souple, il doit rester agile, c'est-à-dire qu'il doit être à géométrie variable et pouvoir s'adapter aux évolutions du marché, aux évolutions de votre entreprise et puis aux événements évidemment naturels extrêmes qui peuvent arriver. Hein, l'actualité nous montre hein, les pluies à Dubaï, en Chine ou encore au Paraguay. Surtout, ce plan d'action, il doit être simple, il doit être accessible, il doit être compréhensible par tous, notamment par vos parties prenantes avec lesquelles hein, vous continuez à dialoguer pendant toute l'implémentation de ce plan d'action. Et puis également aussi avec vos collaborateurs, puisqu'il va être essentiel d'intégrer ce plan d'action au sein de votre stratégie, mais également dans les pratiques quotidiennes de votre entreprise. Et puis ce plan d'action, il va falloir l'animer. Il va l'animer au quotidien. À minima, on retrouve dans un plan d'action RSE ce qu'on retrouve dans n'importe quel autre plan d'action stratégique, c'est-à-dire des objectifs à atteindre, une cible, un objectif, une cible quantifiée, donc un objectif quantifié. Également des actions. Donc, une action par objectif, une action très précise. N'oubliez pas non plus qu'il va falloir prioriser ces actions, prioriser dans le temps et vis-à-vis aussi de la stratégie de votre entreprise. Évidemment, nommer un pilote qui va être responsable de l'implémentation de cette action, lui donner les ressources financières, humaines, indiquer un temps aussi d'implication pour pouvoir éventuellement suivre l'évolution et voir comment affiner ou améliorer si nécessaire cette action. Et enfin, surtout un indicateur. Et cet indicateur va être important, notamment, Laurent en a parlé, lorsque vous ferez votre reporting, puisque les indicateurs, les actions, ce plan d'action que vous allez mettre en place, le reporting, il va falloir le nourrir. Et le reporting ne se fait pas sans des actions concrètes au sein de votre entreprise. Alors, pour pouvoir faire ce plan d'action, pour pouvoir vous aider, il y a différents référentiels institutionnels hein, que vous pouvez utiliser. Vous avez notamment l'ISO 26000, hein, dont c'est beaucoup inspiré le référentiel Lucie. Vous avez aussi les objectifs du développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies, qui a servi de socle pour définir les 10 principes du pacte global des Nations Unies, mais également le référentiel de l'AFNOR, le référentiel engagé RSE. Et puis, vous avez aussi des labels qui commencent à monter, comme le label Bicorp, ou encore la démarche de la perma-entreprise. Alors, outre ces référentiels institutionnels, vous avez aussi des référentiels qu'on appelle sectoriels. Vous avez à l'écran le modèle du référentiel de la Fédération des entreprises de propreté, mais vous pouvez aussi retrouver celui du secteur de la logistique, du Syntec pour les cabinets de conseil, le label coopératif So-Responsable, le label RSE Scope pour la BTP, le label des enseignes responsables, les vignerons engagés, le label événement et le label éco-événement engagé. Vous avez moult labels aujourd'hui, moult démarches sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, sur lesquelles vous pouvez vous inspirer pour définir votre propre stratégie RSE. Gardez bien en tête que même lorsque vous êtes des entreprises d'un même secteur d'activité, vous n'aurez pas les mêmes enjeux, le même plan d'action RSE. Donc, vous pourrez vous inspirer autour de vous, mais surtout rester fidèle à la matrice de matérialité et surtout rester à l'écoute de vos parties prenantes. Alors, euh, au niveau, donc pour nourrir ce plan d'action RSE, vous pouvez, il va falloir trouver hein, des thématiques d'action sur lesquelles vous allez bâtir votre plan d'action. Alors, un modèle sûr, solide, sur lequel vous pouvez vous appuyer pour commencer votre démarche ou pour améliorer votre démarche, eh bien, c'est l'ISO 26000, la norme ISO 26000. Donc, vous voyez à l'écran, la norme ISO 26000, c'est une base qui vous pose 7 questions centrales. Vous les voyez, hein, droits de l'homme, communauté, développement local, questions relatives aux consommateurs, relations et conditions de travail, environnement et loyauté des pratiques. Et à partir de ces 7 questions principales, vous allez avoir 36 domaines d'action que vous pouvez retrouver dans ce référentiel d'ISO 26000. Je vais vous montrer comme exemple une feuille de route RSE. Alors,
il y a énormément de feuilles de route, hein. Celle-ci n'est pas plus exemplaire qu'une autre. Simplement, je la trouvais intéressante parce que c'est une feuille de route RSE qui est pour une durée 2022-2024 de la société Legrand. Et moi, je la trouve intéressante parce que la société Legrand a mis en avant dans sa stratégie RSE les objectifs du développement durable. Donc, on y retrouve 4 thématiques qui sont favoriser la diversité et l'inclusion, réduire son impact carbone, promouvoir l'économie circulaire et être un acteur responsable. Et à partir de ces 4 thématiques, la société Legrand les a déclinées en 15 actions. Et donc, si vous allez regarder leur site internet et puis évidemment leur rapport d'activité, vous trouverez plus en détail autour de ces 15 actions des indicateurs et des objectifs beaucoup plus précis. Alors voilà, vous avez mis en place votre plan d'action. Il a été discuté, amélioré peut-être, hein, avec vos parties prenantes internes et externes. Vient le temps du reporting. Et donc, il va falloir mesurer ce que vous avez mis en place, votre performance économique, mais également sociale et environnementale. Alors là, un petit focus sur ce qu'on appelle un indicateur RSE. Cet indicateur RSE, c'est un chiffre, une donnée, une information qui va vous permettre de mesurer l'avancée de votre entreprise en matière de RSE. Cet indicateur doit être chiffré et il doit garantir la crédibilité de votre démarche et également de votre engagement. L'indicateur RSE, c'est également la meilleure manière que vous allez avoir de pouvoir communiquer sur votre démarche RSE. Alors, il doit avoir 4 qualités. Il doit être crédible et montrer votre engagement effectif. Il doit être concret. Il doit être transparent. Et il doit aussi donner conscience de marquer votre niveau de progression. Donc, n'hésitez pas à construire vos indicateurs RSE avec vos parties prenantes et, si nécessaire, faire évaluer cet indicateur. Hein, il existe des indicateurs qualitatifs, il existe des indicateurs quantitatifs. À vous de prendre celui qui vous paraît le plus efficient pour pouvoir illustrer, montrer la performance de votre démarche. Alors, vous avez utilisé ces indicateurs pour établir votre rapport, votre reporting CSRD. Eh bien, il va falloir communiquer sur vos actions. C'est important de communiquer sur ces actions, notamment lorsque ces actions montrent votre engagement. Alors, l'ADEME, c'est l'Agence de la transition économique, elle met en avant 3 axes principaux lorsqu'on veut communiquer en matière de RSE. Le premier axe, c'est celui de la transparence, c'est-à-dire qu'il va falloir fournir une information claire, complète sur vos actions et sur les engagements que vous aurez pris. La deuxième, il faut que ça soit cohérent. Donc, l'entreprise, elle doit absolument veiller à aligner cette communication avec ses actions RSE pour éviter le risque de greenwashing ou des risques d'incohérence entre le dire et le faire. Et enfin, le troisième axe, c'est celui de l'engagement. Donc, il faut qu'il y ait une communication qui soit interactive, participative avec vos parties prenantes. On en parle encore des parties prenantes pour pouvoir favoriser l'échange, la coopération, la construction, l'amélioration des initiatives RSE que vous aurez mises en place. Alors, je me suis amusée et les acteurs durables m'ont beaucoup aidé parce que j'aime beaucoup cette infographie qu'ils ont proposée. Qu'est-ce qu'une entreprise responsable? Alors, évidemment, la liste n'est pas du tout exhaustive et à chacun d'y mettre sa patte. Mais une organisation responsable, on peut choisir que c'est une organisation qui est innovante, qui est attractive, qui développe l'économie circulaire, par exemple, qui favorise l'emploi sur le territoire, qui respecte l'environnement, la biodiversité, mais également l'égalité et la diversité. En tout cas, voilà, toutes ces qualités que vous retrouvez au sein de cette infographie, mais propre à vous également d'aller venir enrichir cette infographie avec votre propre marque. Et puis, partager une dernière fois avec vous comment aller plus loin pour vous informer sur la RSE, pour éventuellement mettre en place ou améliorer ce que vous avez mis. Donc, il y a différentes ressources, elles apparaissent à l'écran. N'hésitez pas, ce sont des ressources extrêmement utiles et surtout très détaillées pour pouvoir vous aider au quotidien dans votre démarche. Je rends le micro à Alexandre et puis surtout à nos participants. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci, merci à tous les deux pour cette présentation. N'hésitez pas donc à poser vos questions dans le chat, comme on le disait, à penser aussi aux cas concrets que vous auriez à partager. Là, on va juste vous présenter un petit peu comment Connection Leadership
peut vous aider à voir plus clair dans la complexité de ce qu'est la RSE, de ce qu'on vient vous présenter. Il y a beaucoup de choses à faire, mais finalement, il y a des façons simples de se lancer. Et puis, il y a, avec des acteurs comme l'Opco 2I, des actions phares à lancer. Euh, un des enseignements que j'aimerais qu'il soit retenu aujourd'hui par tous, c'est que la RSE, finalement, c'est pas des contraintes, c'est un moyen de faire du business et d'avoir une activité économique plus vertueuse. Et c'est un moyen qui est une opportunité très forte pour construire finalement l'entreprise de demain. Engager une démarche au RSE aujourd'hui, c'est s'assurer que votre entreprise, elle est pérenne, puisque vous n'aurez pas de choix que de vous y mettre à un moment, pour toutes les raisons qu'on a citées. C'est les opportunités économiques qui viennent de vos clients. Vos clients vont vous demander de plus en plus de comptes à rendre sur des indicateurs RSE globaux. Ça, vous n'allez pas avoir de choix que de vous y mettre. Et c'est aussi une opportunité, en s'y mettant maintenant, d'anticiper des changements de marché, des changements réglementaires qui vont forcément arriver. En s'y mettant dès maintenant, de façon, euh, de façon graduelle, de façon simple, vous avez toutes les chances, vous mettez toutes les chances de votre côté d'avoir une entreprise pérenne et d'éviter la panique aussi au moment où une obligation qui viendra du marché ou de la réglementation tombera. Là, on a parlé de la CSRD tout à l'heure, la nouvelle réglementation européenne. Il y a un échéancier pour les entreprises qui doivent s'y mettre. Il y a des lois qui paraissent aussi de façon parfois assez brutale chaque année pour de nouvelles réglementations sur la RSE. Et donc, c'est important d'anticiper tout ça. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bon, au catalogue de l'OPCO 2I, qui est l'OPCO des industries, que vous connaissez pour la plupart, on a construit un catalogue de 45 programmes de formation qui s'adressent à toute entreprise, pour le coup, toute taille, tout secteur. Ce catalogue a été l'occasion de développer des parcours de formation aussi, avec une approche conseil. En fait, l'idée, c'est que chez Connection Leadership, on garde cette approche conseil et que les formations qu'on propose, elles s'adaptent à votre contexte, elles s'adaptent à vos besoins. Et comme je le disais, à partir de ces 45 parcours, on crée de ces 45 programmes de formation, pardon, on crée des parcours qui ont une logique pour vous aider à chaque étape de la mise en place de vos projets. D'abord pour construire des plans, éventuellement en amont avec de l'aide à vos diagnostics, et ensuite pour embarquer les salariés dans cette transition, d'abord avec de la sensibilisation et puis avec des vraies montées en compétences derrière. Donc, embarquer les salariés, les faire comprendre pourquoi l'entreprise peut aller vers la RSE et changer. Et puis derrière, ces formations qui seront nécessaires, comme le disait Queen, le fait de nommer un référent en interne, ce référent, et on va le faire monter en compétence sur son leadership, sur ses connaissances sur les enjeux de la RSE. Et puis, il y a les enjeux techniques également, puisque il y a en matière de RSE des connaissances à avoir particulières sur soit l'impact environnemental et donc, par exemple, comment diminuer l'impact de ma consommation d'énergie ou l'impact de mes activités sur la biodiversité. Il y a aussi à mettre en place des mesures pour une meilleure égalité sociale au sein de mon entreprise ou plus de diversité. Tout ça se fait pas au hasard et se former est très utile à ces moments. Donc, là-dessus, Connection Leadership peut aider. Il y a aussi des aspects de diagnostic. Donc, on a parlé de diagnostic 26 000 qui peut être accompagné par nos consultants. C'est diagnostic 26 000, c'est la base de ce que l'on peut faire en début de démarche RSE pour savoir où on en est et comment se projeter dans un plan d'action. Et puis, il y a des diagnostics un peu plus spécifiques, comme celui qui est à l'écran aussi, qui est un diagnostic là, proposé par le Pro2I, qui permet, une fois qu'on a une idée un petit peu de ce que l'on va faire en termes de transition,
de s'attacher plus exactement à comment j'adapte mon organisation et comment j'adapte mes ressources humaines pour porter ce projet. Et donc là, vous avez la chance pour les entreprises industrielles, en tout cas, d'avoir accès à ce dispositif. Celui-là, c'est pour l'OPCO2I. Il y a d'autres OPCO qui ont des dispositifs similaires. Et puis, en tant que cabinet de conseil, on est amené à faire ce type de diagnostic de toute façon pour tout type de secteur. Avec une imbrication toujours très forte entre quelle est ma stratégie économique, quelle est la transition que je dois faire pour avoir un modèle plus durable et quelles ressources financières et humaines je mets en face pour pouvoir déployer ce plan. Et tout ça, c'est des choses qui, en fonction évidemment de la taille de votre entreprise, s'adaptent, s'adaptent évidemment. Avant de passer sur la communication de ce prochain webinaire, effectivement, bon, je vais le faire maintenant et puis on passera aux questions après. Euh, donc, on aura un prochain webinaire le mois prochain sur la communication responsable. J'y reviendrai. Maintenant, on peut, si vous voulez, reparler des questions. Il y a eu une question intéressante, notamment de Christelle Bélier, sur finalement la RSE ne s'applique pas aux TPE. Et pour autant, comment les y faire venir ou alors ce ne doit pas être une préoccupation prioritaire. En fait, la RSE, elle s'applique à tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... la RSE, c'est pas une obligation en soi, c'est une démarche à mettre en place pour faire en sorte d'adapter son modèle économique et le rendre viable à plus long terme. Les réglementations qui peuvent y avoir en face, effectivement, qui sont en lien avec des stratégies RSE, elles sont nombreuses. Elles sont de plus en plus nombreuses, effectivement. Et par ricochet, comme on l'a vu, elles touchent toute entreprise, puisque même une petite entreprise, et nous, on en voit plein, des entreprises qui peuvent faire moins de 10 salariés, mais finalement, qui, dans des appels d'offres, sont obligées de mettre en avant des preuves comme quoi elles ont des actions pour la RSE. Et finalement, c'est pas la réglementation qui les oblige, mais c'est vraiment le marché, la demande des clients. Et si aujourd'hui, dans les appels d'offres, on ne montre pas patte blanche sur certains appels d'offres, et ils sont de plus en plus nombreux, si on ne montre pas patte blanche sur le fait qu'on mène des actions pour la RSE, on ne peut plus les remporter. Donc finalement, c'est pour ça que la RSE concerne vraiment tout le monde. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions, des témoignages peut-être sur des entreprises qui ont chez vous commencé à mener des plans sur lesquels elles ont des doutes? Est-ce que l'un d'entre vous souhaite partager, l'un ou l'une d'entre vous souhaite partager ce qu'il a pu vivre sur la mise en place d'une démarche RSE? On peut vous ouvrir la parole sur 2, 3 minutes si vous voulez. On a le temps. Donc, je peux ouvrir le micro si vous le souhaitez. Et puis, vous avez toujours le chat pour vous exprimer. Peut-être, Alexandre, un point vraiment important, hein, parce que la RSE ne doit pas vous faire peur. La RSE ne doit pas vous faire peur. Quelle que soit la taille de votre structure, vous n'êtes pas obligé de faire une stratégie RSE avec 45 000 actions, 10 000 indicateurs. Commencez mais lentement mais sûrement, c'est-à-dire aller chercher des actions qui vont être importantes pour votre organisation et à partir des succès de ces premières actions qui vont vous rendre crédible dans votre démarche RSE, là, vous allez prendre un peu plus d'ambition et multiplier progressivement vos actions. Mais surtout, hein, ne vous dites pas, il faut absolument que je sorte d'ici entre la nuit et le lendemain une liste d'actions qui risque plus d'être une liste d'actions à la Prévert qu'une véritable démarche engagée. S'il n'y a pas de questions, on peut en finir ici. On sera ravi d'y répondre aussi par mail si vous avez besoin de